on va passer à notre dernière présentation et je vais donc passer la parole au docteur Christelle Sola de Montpellier pour une dernière présentation sur les vidéolaryngoscopes. À toi, Christelle. Je disais merci beaucoup Nada et merci beaucoup à l'ASFAR pour organiser ce congrès et nous avoir conviés à cette session. Et donc on va parler effectivement de ce qui change nos pratiques, les vidéolaryngoscopes. Alors on va essayer de suivre un plan vraiment pratico-pratique pour savoir un petit peu de quoi on parle, comment on l'utilise et surtout quelle est sa place aujourd'hui et quelle est sa place demain. Alors tout d'abord, la vidéolaryngoscopie, vous voyez, ça arrive dès les années 2000 et c'est surtout, je dirais, à partir des années 2010 qu'on va vraiment avoir un boom, un grand essor, à la fois au niveau de l'évaluation des différents outils qui nous sont proposés, mais également au niveau du nombre d'outils qui nous sont proposés. Alors, la vidéolaryngoscopie, c'est une laryngoscopie indirecte. En somme, le clinicien ne voit pas directement le larynx, mais il va avoir une visualisation du larynx au travers d'un laryngoscope à fibre optique ou numérique. Alors, le premier gros avantage qu'on lui demande et qu'il nous apporte d'ailleurs, c'est d'améliorer la vue du larynx. Et cette amélioration de la vue du larynx va se faire complètement indépendamment de l'alignement des axes oropharyngaux-laryngés. Vous le savez, en laryngoscopie directe, il y a un positionnement du patient qui est extrêmement important pour avoir une vision optimale. Et bien là, grâce à ces vidéolaryngoscopes, on va augmenter très largement notre champ de visualisation jusqu'à 40, voire même 60 degrés. Les autres avantages qu'on attend de ces vidéolaryngoscopes, c'est de pouvoir partager la vue avec notre environnement. Et ça va avoir deux implications très importantes. Pendant l'enseignement, bien évidemment, vous allez pouvoir du coup échanger sur ce qui se passe, mais également en cas de situation de crise où finalement tout votre environnement va être capable de visualiser un petit peu quelles sont vos difficultés et de pouvoir réagir au plus vite. La dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que, notamment en pédiatrie, l'utilisation du vidéolaryngoscope va permettre de diminuer les forces appliquées sur le maxillaire supérieur. Et vous le savez, comme par exemple dans la chirurgie des fentes labiopalatines, c'est justement ce tissu-là qui va servir à la reconstruction. Et donc, moins on va être traumatique sur ces tissus, et finalement, plus ces tissus vont être optimum pour la reconstruction. Alors, il y a plein de façons de classer les vidéolaryngoscopes. On va ici retenir deux grandes caractéristiques. La première, c'est la forme de la lame. Certains appareils vont être munis de lames standards. En gros, les lames de Macintosh, les lames de Miller que vous utilisez au quotidien, elles vont équiper ces vidéolaryngoscopes. Et puis, vous avez d'autres catégories de produits qui vont être fournis avec ces vidéolaryngoscopes. Ce sont des lames que l'on dit hyper angulées et qui vont venir vraiment se mouler sur l'anatomie de façon à augmenter au maximum, justement, l'angle de visualisation que vous pourrez avoir du plan glottique. Et puis la seconde grande caractéristique qui nous permet de faire deux classifications, c'est la présence ou non d'un canal latéral. C'est une sorte de gouttière dans laquelle vous allez venir glisser votre sonde trachéale et cette gouttière va vous permettre de guider directement la sonde trachéale finalement à l'endroit où vous aimeriez qu'elle se positionne. Et puis les autres caractéristiques techniques, fibre optique, jeu de miroir, écran déporté, intégré, tout ça j'ai envie de dire c'est un petit peu plus anecdotique. Alors finalement, est-ce que ces vidéolaryngoscopes sont adaptés à la pédiatrie? Je vais vous en présenter quelques-uns ici et vous allez voir qu'effectivement, ils sont tout à fait adaptés à notre pratique en pédiatrie. Le premier, j'ai envie de dire l'un des plus historiques, c'était le GlideScope. Le GlideScope qui nous était muni dans sa version originale avec des lames hyper angulées à 60 degrés et qui vous permettent d'avoir une vision sur un écran déporté dans sa version toujours originale. Mais vous voyez qu'avec la nouvelle version par exemple du GlideScope Go, on a un écran qui est intégré et donc un système qui est complètement portatif. Alors, ces lames hyper angulées, on en a dans l'ensemble des tailles qui vont nous permettre de prendre en charge les enfants, du prématuré aux grands enfants et à l'adulte. Alors, l'écueil de ces lames hyper angulées, c'est que dans la majorité des cas, pour ne pas dire en systématique, il faut que vous m'endrainiez votre sonde d'intubation de façon à pouvoir bien lui positionner la courbe et suivre les lames du laryngoscope. Alors, il y a une version toute nouvelle qui vient d'arriver qui s'appelle le Spectrum et vous voyez qu'elle nous est fournie avec cette fois-ci des lames standards et en particulier des lames standards de Miller en taille 0 et en taille 1. Donc, encore une fois, tout à fait adapté à notre population. Le second dont je voulais parler, c'est le McGrath. Lui, il nous est fourni de base en originel avec des lames standards de type Macintosh.
Et vous voyez que sa grande caractéristique, c'est vraiment, j'ai envie de dire, son ergonomie. On a un écran qui est tout à fait intégré, c'est un système qui se met dans la poche, qui pourra très bien être utile en préhospitalier, en mission humanitaire, dans le domaine du militaire. Et le gros avantage qu'on lui donne, eh bien, c'est de pouvoir pratiquer une laryngoscopie directe, comme vous le feriez avec n'importe quelle lame de Macintosh, et de pouvoir convertir à n'importe quel moment cette laryngoscopie directe en laryngoscopie indirecte. Et là encore, on a des lames qui sont adaptées à la pédiatrie. Le troisième système, c'est le système TORS qui inclut une grande catégorie de produits, mais vous le voyez tout de suite ici, on a des lames standards à la fois en Miller et en Macintosh, de taille complètement adaptée à la pédiatrie, avec des systèmes de vision qui peuvent être intégrés ou déportés, voire même sur des colonnes de célioscopie que vous auriez en salle d'intervention. Les deux derniers systèmes dont on parle, c'est l'AirTrack et le King Vision. Ici, on est à chaque fois sur un système qui apporte des lames hyper angulées, mais vous allez pouvoir y associer la présence d'un canal latéral ou d'une gouttière qui vont vous permettre d'aller guider votre sonde d'intubation directement en face du pan glottique. Et encore une fois, des tailles qui sont adaptées à la prise en charge en pédiatrie. Alors, parlons un petit peu de l'outcome, en tout cas, qu'est-ce qui se passe quand on utilise ces vidéolaryngoscopes, notamment en population pédiatrique. Première méta-analyse, vidéolaryngoscopie versus laryngoscopie directe, population exclusivement pédiatrique, et on a exclu les nouveau-nés. Vous voyez que dans ces 12 études-là, eh bien, en comparaison avec la laryngoscopie directe, certes, on a amélioré la vision glottique, et ça c'est quand même important puisque c'est le premier avantage qu'on attend de ces vidéolaryngoscopes, mais par contre, on n'avait pas de succès, en tout cas pas d'amélioration du succès à la première tentative. Alors je tiens à préciser, vous le voyez écrit ici en haut en rouge, eh bien, tous ces patients avaient des airways normaux présumés. En somme, c'était des patients qui n'avaient aucun critère d'intubation difficile et donc il n'y avait pas de raison de trouver une différence de succès à la première tentative. Par contre, le grand écueil, c'est qu'on retrouvait dans cette méta-analyse des temps d'intubation prolongés. Alors on reprend un petit peu plus loin, 2020, nouvelle méta-analyse, on est cette fois-ci avec 27 études, plus de 2500 patients. Eh bien, on n'a pas les mêmes résultats et il s'avère que la durée d'intubation n'est pas différente entre la vidéolaryngoscopie et la laryngoscopie directe, et voire même qu'elle est améliorée chez l'enfant de plus de 2 ans. Encore une fois, on est sur des patients qui ne sont pas présumés difficiles à intuber. Par contre, on retrouve ici aussi une notion extrêmement importante, et bien la vidéolaryngoscopie permettrait de s'affranchir, en tout cas de diminuer très largement le taux d'intubation traumatique, et ça, c'est absolument pas négligeable. On s'intéresse maintenant à la population néonatale qu'on avait exclue tout à l'heure, avec cette méta-analyse également une nouvelle Cochrane. Ici, peu d'études, hein, c'est toujours une population qui est difficile à étudier. Et bien, vous voyez que là encore, en comparaison avec la laryngoscopie directe, eh bien, on a un temps d'intubation qui n'est pas prolongé, mais surtout, on retrouve cette fois-ci une augmentation du succès lors de la première tentative. Et ça, c'est probablement quelque chose qu'il faut garder en tête. Parlons maintenant de la population qui nous intéresse le plus, finalement, ces patients qui sont potentiellement difficiles à intuber. On a cette très belle série publiée par Park en 2017 qui inclut, vous voyez, plus de 1200 patients, tous avec une intubation difficile anticipée ou pas. Alors, on va tout de suite s'affranchir de la grosse critique qu'on peut faire à cette étude. Si vous voyez, on regarde les deux groupes inclus et clairement, ce n'est pas la même population. Dans le groupe vidéolaryngoscopie, on a des patients qui ont un âge moyen à 8 ans versus 2 ans dans la laryngoscopie directe. Passons. Quand on regarde quand même les résultats, c'est évident, le taux de succès global au premier essai est très très largement en faveur de la vidéolaryngoscopie, y compris chez les enfants les plus petits. Et vous voyez que le premier facteur prédicteur d'un succès initial à la laryngoscopie, eh bien, c'est justement l'utilisation du vidéolaryngoscope. Alors aujourd'hui, quelle est la place de ces vidéolaryngoscopes aujourd'hui? Eh bien, on l'a dit, l'enseignement, lorsqu'on utilise les vidéolaryngoscopes comme outil d'enseignement, eh bien, on permet, notamment chez les novices, d'améliorer les résultats en conditions réelles, et ça, notamment sur les populations les plus petites. Alors, la place actuelle, en réanimation pédiatrique cette fois-ci et néonatologie, vous voyez que depuis les années 2010, depuis l'essor de ces vidéolaryngoscopes, eh bien, son utilisation est vraiment de plus en plus importante, jusqu'à 20% des laryngoscopies qui sont faites dans ces milieux-là. Et l'utilisation de ces vidéolaryngoscopes, eh bien, elle est associée non seulement à une augmentation du succès de l'intubation à la première tentative, mais également à une diminution des complications.
Même chose, si on s'intéresse au département des urgences pédiatriques, on voit que son utilisation est de plus en plus croissante avec près de 50% des laryngoscopies qui sont faites en indirect ici sur les urgences pédiatriques en Nord-Amérique et en Australie. Et encore une fois, dans ces situations très particulières, eh bien, on voit que l'utilisation des vidéolaryngoscopes va augmenter le succès à la première tentative. Et en anesthésie pédiatrique, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, eh bien, on a des recommandations qui ont été éditées il n'y a pas longtemps, vous le savez. La place de la vidéolaryngoscopie, ça doit être votre première option lorsque vous êtes face à une intubation difficile anticipée. Clairement, vous avez un patient, vous vous dites « Ouh là là, il y a des critères d'intubation difficile », tout de suite, je prends le vidéolaryngoscope. En situation, j'ai envie de dire imprévue, on peut se reposer la question. En situation d'intubation difficile imprévue, on peut également se reposer la question. La place actuelle, malheureusement, dans cette épidémie qui nous suit, eh bien, c'est aussi celle qui a été mise en avant par l'ensemble des sociétés savantes. Eh bien, c'est que probablement l'utilisation de la vidéolaryngoscopie face à un patient qui est infecté ou qui est suspect d'être infecté par le Covid, eh bien, ça va vous permettre de vous éloigner finalement de l'airway de votre patient et de vous éloigner du risque d'aérosolisation. Alors demain, qu'est-ce qu'on en fait de cette vidéolaryngoscopie demain? Eh bien, si on s'intéresse maintenant au préhospitalier, on n'en avait pas encore parlé, et si on regarde cette méta-analyse qui est franchement édifiante, eh bien, on s'aperçoit qu'en préhospitalier, on a des échecs d'intubation qui peuvent atteindre 50% selon les séries, et des taux de complications qui peuvent atteindre 20% selon les séries. Alors, on a des premières études, certes, elles sont faites sur mannequins, mais en tout cas, en préhospitalier, par des paramédics, donc des personnes qui ne sont pas toujours très entraînées à l'intubation, eh bien, on peut utiliser des vidéolaryngoscopes avec des succès extrêmement élevés, notamment au cours des arrêts cardio-respiratoires et avec des durées d'intubation qui semblent tout à fait acceptables. Demain aussi, eh bien, en anesthésie, j'avais été très interpellée il y a quelques années en arrière par cet édito, mais probablement que la visualisation des vidéos de l'intubation trachéale d'un patient, eh bien, ça doit devenir aussi standard que le résultat du laboratoire. Et peut-être que demain, nous serons tous à intégrer nos vidéolaryngoscopies eh bien, dans le dossier anesthésique du patient, et ce sera probablement quelque chose qui améliorera grandement nos pratiques. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, avant de conclure, de penser à mes années d'internat, où j'ai appris l'échographie, l'anesthésie loco-régionale sous neurostime, avec des repères anatomiques que m'avaient appris mes pairs. Et aujourd'hui, il n'est pas pensable pour moi de ne pas utiliser l'échographe. Tout comme lorsque je pose une voie veineuse centrale maintenant, il n'est pas pensable pour moi de ne pas utiliser l'échographe. Et bien probablement que demain, peut-être que la vidéolaryngoscopie deviendra le standard of care pour toutes les intubations en conditions difficiles comme en conditions réglées. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur cette vidéolaryngoscopie. Je vous remercie et je suis toute oui pour vos questions. Merci Christelle, c'était magnifique. Alors j'ai deux questions que je vais regrouper en une. Parce qu'elles se ressemblent un petit peu. Il y a une question qui était, est-ce qu'il faut forcément avoir un panel d'appareils différents, comme tu as montré au début de ta présentation, ou est-ce que si on choisit un seul modèle ou un seul type d'appareil, ça suffit? Et dans ce cas-là, si on n'en a qu'un, plutôt quel type d'appareil? Et l'autre question qui se rapprochait, c'était est-ce qu'il y a des indications particulières pour utiliser tel ou tel type de matériel? Alors clairement, la question, c'est pas la peine de multiplier les appareils, parce qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage qui n'est pas négligeable, même si elle est a priori moins importante que pour la laryngoscopie directe. Donc choisissez l'appareil dans votre unité, avec vos collègues, avec vos pratiques, et surtout apprenez à les utiliser. C'est pas quand on est en situation d'intubation difficile qu'on apprend à utiliser le vidéolaryngoscope, très loin de là. Après, il n'y a pas tellement aujourd'hui de data sur est-ce qu'il faut utiliser telle lame pour tel type de patient, mais on a au moins une revue qui est sortie il y a très récemment, en 2021 là, et qui nous dit que probablement que les lames standards, donc Macintosh, Miller, sont plus efficaces, ou en tout cas nous permettent d'être meilleurs au premier succès sur les tout petits. Donc probablement que sur les tout petits, il est plus licite d'utiliser des lames dont vous avez l'habitude de vous servir finalement, alors que chez le plus grand, peut-être que des lames hyper angulées, notamment lorsque on va être dans des situations
d'intubation difficile, peut-être ça va vous permettre d'avoir un angle de vision beaucoup plus large et sur des glottes qui sont très antérieures, très hautes, et finalement d'être plus simple pour aller cannuler votre trachée. D'accord. Et juste une précision aussi, pour revenir sur ce que tu as cité dans les recommandations sur les voies aériennes. Est-ce que tu peux juste préciser si à l'heure actuelle, dans les algorithmes de prise en charge des intubations difficiles imprévues, est-ce que c'est une étape de cet algorithme ou pas encore? Justement, ça clairement, il faut qu'on clarifie cette place du vidéolaryngoscope dans nos algorithmes d'intubation difficile. Parce que finalement, notamment en pédiatrie, sa place n'est pas clairement définie. Par contre, il y a une chose qui est extrêmement bien définie, c'est que quand je suis en situation d'intubation difficile, en gros, quand j'ai fait de laryngoscopie et que j'ai pas réussi, il faut que j'optimise mes conditions d'intubation. Et probablement que, en plus du bon positionnement du patient, du bon matériel, la chose qui vient en premier, c'est si j'optimise ma vision, probablement que je vais optimiser mes conditions d'intubation. Et ça, les adultes l'ont positionné beaucoup plus tôt peut-être, vraiment en le mettant en avant, en écrivant le mot vidéolaryngoscope dans cette première étape d'optimisation des conditions d'intubation. Donc le vidéolaryngoscope, il fait partie de la toute première étape finalement de l'intubation difficile et de votre algorithme. Et ça, peut-être que c'est à nous de le mettre un petit peu plus en avant en précisant un petit peu plus nos algorithmes. Mais il n'y a pas encore de place vraiment, vraiment définie dans cette place, dans ce cas-là. Et ça suppose tout de même que si c'est à utiliser dans ce type de situation, ça suppose tout de même que tout le monde ait une certaine habitude et une certaine pratique quand même. Est-ce que, et ce sera je pense une des dernières questions, est-ce que tu sais si la simulation a un intérêt dans l'apprentissage des techniques de vidéolaryngoscopie ou est-ce que ça a déjà été étudié et qu'en penses-tu? Alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, on se rend compte que lorsqu'on fait de la laryngoscopie directe depuis longtemps, donc lorsqu'on est expert, j'ai envie de dire, dans, par exemple, la prise en charge des voies aériennes supérieures de l'enfant et qu'on a fait de la laryngoscopie directe, finalement, on apprend assez vite à servir du vidéolaryngoscope, mais on n'est pas forcément meilleur avec le vidéolaryngoscope. Alors que lorsqu'on prend une population toute novice, par exemple vos internes que vous allez former sur les voies aériennes supérieures, eh bien eux par contre, le fait de les entraîner en vidéolaryngoscope, non seulement ça va améliorer leur pratique en laryngoscopie directe, mais en plus ça va leur donner une courbe d'apprentissage de la vidéolaryngoscopie extrêmement rapide. Donc clairement, il faut faire de la simulation avec vos internes, il faut apprendre la prise en charge des voies aériennes supérieures de l'enfant et de l'adulte, mais de l'enfant, avec les vidéolaryngoscopes, parce que vous améliorerez non seulement leur pratique avec le vidéo, mais en plus leur pratique en laryngoscopie directe. Donc je pense que la place de la simulation et de l'enseignement dans cette technique-là est primordiale. Merci beaucoup Christelle. Bon, il va être l'heure de conclure cette session. Merci beaucoup à nos trois orateurs très talentueux. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis écoutez, profitez bien du reste de la ISFAR qui continue jusqu'à bien tard ce soir. Au revoir.